Bonjour, chères étudiantes, chers étudiants. Salam alaikum. Ravi de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence de votre cours de gestion des ressources humaines. Alors, on s'est arrêté au niveau de la question de la compétence, ses définitions, ses caractéristiques. Et nous avons présenté donc un ensemble d'auteurs qui ont essayé de définir et de caractériser la notion de compétence, comme Parlier, Le Bouter. Et on a dit que toujours dans le cadre des sciences sociales, c'est très difficile en fait de se mettre d'accord sur une seule définition ou bien une seule façon, parce que le domaine même, par exemple dans notre cas des compétences, c'est un domaine qui est très complexe, il dépend de plusieurs facteurs, de la culture, du contexte professionnel, du métier, un ensemble de facteurs. Alors revenons toujours à la question de la définition et des caractéristiques avec Philippe Zarifien, qui est parmi les grands spécialistes du management de compétences, qui définit la compétence comme étant la prise d'initiative, de responsabilité de l'individu sur des situations professionnelles auxquelles il est confronté. Alors, cette définition, en fait, il met l'accent sur un élément très important qui n'a pas été traité par les auteurs qu'on avait déjà présentés, c'est la prise d'initiative. Et je crois que c'est un élément qui est très important, cette marge de liberté qui est accordée, confiée à des individus qui ont de la responsabilité. Alors, cette définition sous-tend que, en fait, on adopte une approche participative. Donc, parce que la prise d'initiative ne peut être réalisable que dans le cadre d'un management participatif. Pour le deuxième élément, dans des situations professionnelles, je crois que ça c'est un élément partagé avec presque toutes les définitions, bien sûr, du management de compétences et de la compétence. Alors pour, disons, un peu décortiquer, pour essayer un peu d'analyser cette définition, nous allons la présenter en trois éléments, ou bien trois dimensions. La première dimension, c'est une attitude de prise d'initiative et de responsabilité face aux situations dont l'individu ou le groupe a la charge et auxquelles il se confronte en visant la réussite de l'action. Donc, ici, il y a une relation directe entre la prise d'initiative, la responsabilité et la réussite. Ça veut dire que la réussite, elle dépend largement, en fait, de cette responsabilité. Et cette responsabilité, elle est assumée lorsque l'individu agit, bien sûr, dans le cadre d'une organisation, mais avec une certaine liberté, c'est-à-dire que l'individu, en fait, il agit en fonction, bien sûr, disons, de ce qu'il veut, en fonction, bien sûr, de son potentiel d'intelligence, en fonction, bien sûr, de son expérience, etc., etc. Mais toujours, on vise cette prise d'initiative et cette responsabilité, bien sûr, il vise la réussite au niveau de l'action. Deuxième élément, des savoirs d'action qui expriment l'intelligence pratique de ces situations et s'appuient sur la mobilisation de l'expérience et des connaissances acquises en formation. C'est-à-dire que cette prise d'initiative et cette responsabilité sont basées sur un savoir d'action. Ce savoir d'action, bien sûr, exige la mobilisation d'une intelligence. Et cette intelligence, elle est basée sur deux choses. Soit il est basé sur les expériences, bien sûr, de la personne ou bien de l'ouvrier dans ce contexte-là, ou bien à travers des formations continues ou autres. Troisième dimension, c'est l'existence et le développement, la consolidation et la mobilisation des réseaux d'acteurs qui contribuent directement à la prise en charge des situations ou apportent un soutien. C'est-à-dire que ici, selon Zarifien, donc l'ouvrier ne peut pas, bien sûr, d'une façon isolée, donc il ne peut pas faire un travail artisanal, mais il doit développer un réseau d'acteurs, c'est-à-dire des personnes de différents niveaux qui peuvent donner l'appui et qui peuvent supporter bien sûr la personne au poste pour qu'il réalise son travail. Donc on ne peut pas dire que ici que la nature même, c'est ce qu'on va voir par la suite, que la compétence, est-ce qu'elle est strictement individuelle? Non. Le travail d'une personne, il dépend des autres parce qu'on est dans le cadre d'une action collective. Donc les compétences sont une capacité d'un individu
c'est ce qu'on a déjà dit, à combiner, à mobiliser ses connaissances à bon escient, ça veut dire dans le bon sens, pour agir avec pertinence et s'adapter aux différentes situations qu'il peut rencontrer. Donc, il y a deux éléments ici. Tout d'abord, c'est le savoir combiner un ensemble de composantes, un ensemble d'éléments. Donc, le résultat, il dépend de cette combinaison. Et comment on arrive à, disons, à associer différents éléments, différentes expertises, différents actes. Et deuxième élément, c'est l'adaptation par rapport aux différentes situations. Parce que dans le milieu organisationnel, chaque opération, chaque tâche, oui, on parle peut-être de la standardisation, on parle d'un management opérationnel, mais je crois chaque tâche, chaque opération, elle est unique. Il y a un contexte professionnel qui est différent et du coup, l'ouvrier ou bien le collaborateur doit adapter, bien sûr, ce qu'il a mobilisé comme intelligence, etc., par rapport à la situation qui s'impose. Et aussi, les compétences évoluent au cours du parcours de l'individu en fonction des situations, de l'entourage et des formations qu'il peut être amené à suivre. Donc, cela veut dire que la compétence, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. La compétence, on peut la développer, on peut l'améliorer, on peut l'entretenir, parce que même les compétences peuvent devenir obsolètes. Aujourd'hui, par exemple, la digitalisation, il a accéléré l'obsolescence d'un ensemble de compétences. Et du coup, c'est le travail, l'ouvrier, on peut dire entre parenthèses, c'est un étudiant éternel. C'est-à-dire, comme nous, à chaque fois, chaque année, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui va apparaître, alors on doit essayer de se former, on doit essayer de l'acquérir pour, bien sûr, améliorer le processus interne de l'entreprise. Donc, on peut dire que la compétence est une combinaison de connaissances, de savoir-faire, d'expérience et de comportements qui s'exercent dans un contexte précis et que se constate lors de la mise en œuvre en situation professionnelle. Donc ça, c'est comme résumé de tout ce qu'on a essayé de faire. Donc, c'est une combinaison de connaissances, de savoir et aussi d'expérience et de comportement et qui s'exerce dans un contexte bien particulier et on ne peut remarquer la compétence que dans une situation. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire s'il n'y a pas un contexte professionnel, on ne peut pas observer, bien sûr, cette compétence. Donc, l'entreprise, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout d'abord identifier ses compétences, c'est ce qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'il doit avoir cette capacité d'identifier quelles sont nos compétences. Il y a toute une science derrière, bien sûr, cette question-là. Comment identifier les compétences au sein de l'entreprise? Comment les repérer? Comment l'évaluer? Parce qu'il faut faire une évaluation de ces compétences. Comment tirer le meilleur parti de ces compétences, c'est-à-dire comment l'exploiter et comment la développer, bien sûr, à travers la formation, etc., etc. Donc, l'analyse de toutes ces approches nous autorise en fait à tirer les principales caractéristiques d'une compétence. Tout d'abord, la compétence relève à la fois de l'individu et de l'entreprise. Donc, il y a en fait cette action collective qui est là, parce que l'individu ne travaille pas tout seul dans le cadre d'une organisation, mais il doit collaborer. Il est contingente dans son adaptabilité à la situation, c'est-à-dire que la même compétence, il change de nature en passant d'une situation de travail à une autre, et il résulte d'une combinaison optimale de ressources. Alors ça veut dire que puisqu'on est dans un champ économique, on ne va pas réaliser par exemple une tâche ou autre avec du gaspillage, avec du temps ou bien des ressources, mais toujours la bonne allocation des ressources, bien sûr, elle est là. Toujours, il faut avoir le sens et l'esprit de la rationalité. Et il est finalisé, il y a un acte professionnel. Chaque compétence, il est lié à un acte, il est finalisé, il y a un résultat auquel on doit tendre. Et il est lié à une reconnaissance sociale. Alors, sociale et scientifique, ça veut dire cette compétence, on ne peut la qualifier comme étant une compétence que s'il y a une communauté scientifique qui va valider, qui va accréditer, bien sûr, cette méthode, ou bien cette technique, ou bien ce processus, ou bien ce procédé. Maintenant, quels sont les types de compétences à identifier?
Alors, il y a plusieurs points d'entrée dans la démarche d'identification des compétences et plusieurs façons de considérer la compétence sur lesquelles l'entreprise va se positionner. Alors, nous allons brièvement passer pour expliquer quelle est la distinction entre les compétences acquises, les compétences requises, les compétences individuelles, les compétences collectives, les compétences nécessaires aujourd'hui ou bien demain. Et sont des éléments qui sont importants parce qu'ils nous donnent quelques petits détails à ce niveau-là. Donc, la capacité à tenir une fonction dépend de la concordance entre les compétences détenues par l'individu, ce qu'on va appeler les compétences acquises, et les compétences requises par la fonction ou bien par le poste. Ça veut dire les compétences en fait exigées pour occuper le poste. Ça, généralement, on peut le voir dans différents outils comme la fiche de poste ou autre. Alors, les compétences acquises, c'est la compétence maîtrisée par un salarié. Alors, il correspond à la compétence requise par l'emploi qu'il occupe et donc faire l'objet de perfectionnement et des mises à niveau réguliers. Donc, la compétence acquise, c'est la compétence détenue réellement par, c'est ce qu'il sait faire, c'est ce qu'il est capable, bien sûr, de faire. La compétence requise, en fait, ce sont les compétences exigées par le poste, c'est-à-dire c'est au niveau du descriptif du poste ou bien de la fiche de poste. Alors on va dire l'occupant de ce poste, il doit être capable de faire ça et ça et ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les compétences requises. Il y a un autre outil, c'est la cartographie des compétences. C'est un outil qui nous permet, à travers un tableau à double entrée, permet de croiser les compétences acquises et les compétences requises dans un périmètre bien déterminé, comme un atelier, une agence, un département, une fonction, un service, et les compétences détenues par les salariés. Bien sûr, il s'agit ici de faire un diagnostic pour savoir est-ce qu'il y a un écart entre les compétences acquises par l'ouvrier et les compétences requises par le poste. Et parce que si l'écart est positif, c'est une très bonne chose, mais si l'écart est négatif, c'est-à-dire les compétences détenues par disons, l'ouvrier sont inférieures aux compétences exigées, on peut déclencher des stratégies de gérage comme la formation, pourquoi pas le recrutement, etc., etc. Il y a aussi les compétences utiles aujourd'hui et nécessaires demain. Alors, selon l'enjeu, l'entreprise va sans doute s'intéresser en priorité soit aux compétences actuellement présentes dans l'entreprise et qui vont lui permettre, par exemple, d'organiser autrement ses espaces de production, soit aux compétences qui sont indispensables demain. Donc ça, c'est dans le cadre de la vision stratégique de l'entreprise. Par exemple, l'arrivée d'un nouveau matériel, d'une nouvelle machine, d'une nouvelle installation et qui impose à l'entreprise généralement des changements organisationnels et autres. Pour les compétences individuelles et les compétences collectives, l'entreprise va, selon les cas, soit se focaliser prioritairement sur les compétences détenues individuellement par les différents acteurs de l'entreprise pour gérer leur carrière, par exemple, ou sur les compétences qui sont et doivent être détenues pour permettre, par exemple, un rapprochement avec une autre entité ou pour agir sur la culture de l'entreprise. Alors, brièvement, la compétence individuelle, c'est un ensemble relativement stable et structuré de pratiques maîtrisées, de conduite professionnelle et de connaissances que des personnes ont acquis par la formation ou bien par l'expérience et qu'ils peuvent être actualisées sans apprentissage nouveau dans des conduites professionnelles valorisées par l'entreprise. Donc ici, comme on l'a déjà dit, sont des compétences détenues par une personne et qu'on a pu avoir soit à travers notre expérience, soit à travers, bien sûr, la formation et qui finalement n'exige pas bien sûr un apprentissage nouveau. Bon, généralement, ça c'est lié à une personne et qu'on peut bien sûr actualiser, mais ça ne nécessite pas vraiment des formations qui sont solides. Pour les caractéristiques de la compétence individuelle, donc la compétence possède un caractère opératoire finalisé par rapport à une situation de travail qui est précise ou bien par rapport à un projet ou à un objectif stratégique. La compétence s'exerce en fonction d'un but ou d'un objectif à atteindre, c'est ce qu'on a dit, et aucune personne n'est compétente en soi. Et il ne l'est qu'en fonction en fait, d'une situation professionnelle concrète. Donc c'est comme on est en train de résumer les caractéristiques des compétences. La compétence collective, c'est une compétence qui est perçue par le client. Par exemple, le respect des délais, la qualité de la production, la réactivité,
l'adaptation, l'agilité, la flexibilité, tous ces éléments, ils sont évalués par les clients externes parce que ici on juge la performance globale. Mais généralement, ce sont des compétences transversales. Ce ne sont pas des compétences spécifiques, par exemple, soit à la GRH, soit à la fonction de production ou bien au marketing, mais généralement, ce sont des compétences qui transversent le processus. Ça veut dire que vous allez retrouver ces compétences presque dans toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, il y a deux concepts qui ont contribué à l'émergence des compétences collectives. D'une part, des analyses associées aux équipes et au collectif de travail. Il renvoie à des individus qui coopèrent en vue de réaliser des tâches. Donc ça fait partie en fait de la dynamique des groupes, le management des équipes, les équipes de projet, etc., etc. Et aussi le management de compétences qui s'est progressivement substitué à d'autres notions comme les aptitudes, parce qu'il y avait toute une partie qu'on n'avait pas traitée, c'est la distinction entre compétences, aptitudes, capacités, qualifications, etc., etc. Mais le management de compétences, il a permis de développer et de mettre le zoom sur la notion de compétences collectives. Maintenant, quelles sont les méthodes d'identification des compétences? Alors, il y a ici brièvement 4 ou bien 5 méthodes qui permettent à une entreprise d'identifier les compétences. Alors, il y a tout d'abord l'observation. Il s'agit de faire l'analyse des compétences requises pour des postes relativement simples, c'est-à-dire il y a des critères standards presque pour tous les ouvriers. Et on va évaluer, bien sûr, ces ouvriers ou bien le personnel sur la base d'un certain nombre de critères. Donc, il implique simplement l'observation de personnes en train d'exécuter les tâches qui composent leur poste ou bien comporter un relevé de fréquence du temps consacré à chacune de ces tâches. Il y a aussi l'autodescription des activités par la personne qui occupe le poste lui-même. Ça veut dire, en réalisant la tâche ou bien l'opération, on demande bien sûr à l'ouvrier de noter, de faire une description détaillée de toutes les tâches et de tous les gestes des fois et de tous les problèmes qu'il rencontre en réalisant le travail. L'entretien peut être non structuré, c'est-à-dire on pose des questions, c'est-à-dire sans liste de questions préalables, ça veut dire on laisse l'ouvrier s'exprimer libre, on peut le guider, l'encadrer. Et donc, pour aborder systématiquement le contenu des activités, soit par ordre chronologique, soit en fonction des missions à accomplir. Cet outil, malgré qu'il apparaît un peu simple, mais l'entretien exige une formation préalable qui enseigne à l'intervieweur comment mettre l'interviewé à son aise et comment recueillir toute l'information disponible. C'est-à-dire que ceux qui vont réaliser cette évaluation, entre parenthèses cet entretien, ils doivent être bien initiés, ils doivent être bien formés, tout d'abord pour laisser une sorte de liberté, bien sûr, à l'ouvrier pour s'exprimer, pour qu'il décrive ce qu'il est en train de faire d'une façon, disons, pertinente, son angoisse, mais aussi il s'agit de retirer et de tirer le maximum d'informations possibles. Il y a aussi la méthode des incidents critiques. Il s'agit de recueillir des incidents. C'est-à-dire on ne va pas faire un travail, non, des incidents qui sont aux yeux des experts interrogés, critiques. C'est-à-dire importants pour la clientèle, parce qu'il y a des événements, il y a des éléments qui sont importants, et qu'il y a des éléments. Ici, on va se focaliser seulement sur les éléments importants. Ça veut dire les incidents qui sont vraiment importants mais critiques. Alors, ces incidents doivent avoir été réellement observés, être mis en situation, c'est-à-dire décrit en fonction d'un problème à résoudre. Donc c'est comme si on crée une situation problème par rapport aux intentions, objectifs de la personne ou bien des personnes mises en jeu et de manière à ce que les conséquences des différents comportements adoptés puissent être évaluées au moins décrits avec précision. Donc ici, comme j'ai dit, cette méthode, il a l'avantage de ne pas faire une description détaillée, mais juste dans le cadre du travail, bien sûr, d'un ouvrier ou bien d'un salarié, on va prendre seulement les éléments critiques, vraiment les éléments importants et qui conditionnent bien sûr le résultat du travail. Il y a une autre méthode, c'est la grille de Kelly. Kelly, donc, il a élaboré une théorie de construit personnel qui constitue le fondement de sa méthode.
Il part de l'idée que chacun d'entre nous perçoit le monde extérieur en utilisant un certain nombre de concepts qui lui sont spécifiques. Donc, il s'agit d'obtenir une liste de ces concepts personnels et de définir. Ça veut dire chaque ouvrier, il propose un certain nombre de concepts et quelle est la signification qu'il accorde à chaque concept. Et donc, au niveau de l'analyse du poste, on va préciser ce qui différencie, par exemple, les bons des mauvais comportements et les bons des médiocres ouvriers. Et par la suite, on va poser la question sur les qualités requises pour assurer efficacement une fonction donnée. Maintenant, pour l'évaluation des compétences. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'identification. Ça veut dire, des fois, il y a même un autre problème. Des fois, on peut, par exemple, identifier chez un salarié ou bien un collaborateur au niveau de la finance des compétences dont la GRH ou bien au niveau du marketing. Et donc, parce que le flair de gestionnaire, c'est ça. Même si vous occupez aujourd'hui le poste de responsable financier ou autre, est-ce que vous avez la possibilité, en fait, de réaliser ou bien d'occuper le poste de responsable marketing ou bien avec plus d'efficacité? Parce qu'il y a un don, il y a un flair, il y a des gens qui ont des compétences, entre parenthèses, innées ou bien qui ont un talent dans tel domaine. Donc, c'est à l'entreprise de découvrir ces éléments. Donc, l'évaluation est un processus de gestion des ressources humaines qui s'effectue au moins une fois par an. Il vise à mettre au jour le potentiel professionnel de chaque agent et a pour but de le faire progresser. Donc, on va analyser la situation, évaluer les compétences actuelles et après cette évaluation, il permet de déclencher un certain nombre d'actions comme peut-être un recrutement, comme une formation, comme une promotion, une mobilité, etc. Donc, l'évaluation porte sur les contributions, c'est-à-dire les efforts, les progrès, les performances réalisées par les agents dans le cadre de leur attribution, c'est-à-dire de leurs responsabilités qui leur sont confiées, ou bien sur le temps, le travail accompli par l'agent. C'est-à-dire il n'est pas un jugement sur ce qu'il est, mais uniquement sur ce qu'il fait dans le cadre professionnel. Et on va évaluer, bien sûr, le travail réalisé par l'ouvrier. Alors l'évaluation présente de nombreux avantages par le collaborateur pour le manager. Reconnaissance de ses performances et évolution de sa carrière. Donc, ça nous permet, disons, de permettre, bien sûr, à l'ouvrier, bien sûr, de développer une stratégie de carrière. Il aide à la gestion de la formation, des rémunérations, des stratégies et les compétitivités de l'entreprise. Alors, les préalables, bien sûr, l'entreprise, ce point-là, on doit se baser sur la cartographie des métiers pour pouvoir identifier le métier, le poste, la description de poste et tous les éléments avant de procéder à l'évaluation. Quelles sont, pour terminer, les méthodes d'évaluation des compétences? Il y a 3, 4, bien sûr, mais il y a plusieurs méthodes. J'ai retenu quelques méthodes. Tout d'abord, les signes, ils permettent de mesurer les aptitudes, ça veut dire les tests d'intelligence générale et de décrire la personnalité de l'ouvrier. Les échantillons, appelés aussi les tests de situation, ils permettent d'évaluer la capacité d'un individu à se comporter dans des situations sociales précises, qu'on appelle la compétence sociale. Les références, ils permettent d'observer les comportements antérieurs afin de prédire les comportements futurs. Et les centres d'évaluation, ou bien assessment center, ils permettent d'évaluer le potentiel, les qualités, voire les capacités de développement individuel afin de prendre des décisions de recrutement interne ou externe ou encore de gestion de carrière. Voilà donc, bien sûr, notre, notre chapitre. Il reste juste une petite chose à vous préciser, c'est l'évaluation d'une façon générale du personnel. Il y a l'évaluation 180 degrés et 360 degrés. Ces méthodes qui sont d'origine anglo-saxonne, ils sont basées sur l'idée que pour évaluer de façon correcte les compétences et qualités d'un collègue, il faut prendre en compte les points de vue de sa hiérarchie, mais aussi les avis de ses subordonnés ou bien les interlocuteurs. Alors ici, il y a 3 niveaux. Soit l'évaluation à 180 degrés, on prend en compte les pairs et les supérieurs. Les pairs, ça veut dire les salariés du même niveau hiérarchique et de ceux qui sont des chefs ou bien des supérieurs.
à 360 degrés au regard de la vie des subordonnés, ça veut dire des subalternes, et des pairs et des responsables IH. À 540 degrés, on va intégrer à tout cela la prise en considération d'autres parties prenantes comme les fournisseurs et les clients. Donc, pour finir, le management des compétences, c'est une dimension importante de la GRH. Il recouvre un ensemble de pratiques destinées à utiliser, à développer de manière optimale les compétences des individus et des groupes afin de réaliser la mission de l'entreprise et d'améliorer la performance des collaborateurs. Et sur ce, je mets fin à cette séquence. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Merci.